Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents en fait pour ce nouvel événement des Vendredis du Labs. Les Vendredis du Labs ont pour but effectivement de démocratiser un petit peu les technologies et ils rentrent effectivement dans un cadre aussi un peu plus global qui est le cadre de Mofroisage. Mofroisage, c'est un dispositif en fait CTM qui permet de faire des audits, de sensibiliser par des événements et d'accompagner effectivement d'accompagner digitalement les entreprises. Et donc, en fait, ce sont des événements que l'on veut gratuits, où on a la possibilité en fait d'apprendre des choses et qui peuvent déboucher effectivement sur des ateliers qui sont également 100% financés par la CTM et d'aller aussi plus loin en termes de formation et de prestations. Donc, ce soir, on va voir un sujet qui est le social media management. Pourquoi, comment, quelles retombées, qui sera animé donc par Anthony Doumit. Salut Anthony. Salut tout le monde. Et voilà, le sommaire de ce soir, ce sera qu'est-ce que le social media management. On va avoir une partie sur l'utilité d'une communication digitale en 2023, comment procéder, quelles sont les retombées et comment les analyser. Donc, je te laisse prendre la main. N'hésite pas à présenter aussi en fait l'agence Innovalem dans laquelle tu fais partie et dont c'est le cœur de métier de couvrir tout ce volet un petit peu de marketing digital. Voilà, Je te laisse merci. prendre la main et partager ton écran. Voilà. Alors, merci Ronan, déjà Roland pour l'invitation, merci pour tout cela. Donc, Nasdi et Innovalon sont partenaires, justement dans le cadre de Mofroisage, mais pas que. Alors, Innovalon est une agence de social media management pour les entreprises. Donc, nous gérons la communication pour les entreprises, donc que ce soit les porteurs de projets ou les entreprises déjà installées. Donc voilà, donc ce soir, nous allons voir le social media management et l'importance justement d'avoir une communication digitale en 2023. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse à cela, justement? Et donc voilà, j'espère que vous pourrez justement mieux comprendre l'environnement dans lequel nous vivons à l'heure actuelle et pourquoi en réalité il faut quand même miser dessus. Voilà, donc je vais vous partager mon écran. Voilà. Une présentation. Ouais, présenter. Ok, c'est bon, tout le monde voit? Impeccable. Ok, donc le SMM, donc sigle SMM, donc le Social Media Management, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, dans un premier temps, nous allons parler de quoi? Donc, dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est le Social Media Management. Ensuite, nous allons parler de l'utilité d'une communication digitale en 2023. Comment procéder? Quelles retombées? Comment les analyser? Donc, le SMM, comme décrit dans le slide, le Social Media Management, SMM, est une discipline du marketing digital qui consiste à gérer la présence en ligne d'une marque, d'une entreprise ou d'un individu sur les réseaux sociaux. Cela inclut la création et la diffusion de contenus pertinents, l'interaction avec les utilisateurs et la surveillance des résultats pour optimiser les performances. Alors déjà, nous allons nous attarder sur cette définition, puisque vous avez sûrement déjà entendu parler du community management. Le SMM n'est pas du community management. On peut prétendre, il y a des amalgames qui sont faits, puisqu'effectivement, un social media manager va communiquer sur les réseaux sociaux, il va créer des posts, créer des reels, des vidéos. Mais en cela, il n'est pas un community manager, puisque le rôle d'un community manager, c'est d'alimenter, d'accroître une communauté. Le social media manager, lui, est là pour mettre en place un écosystème digital de façon à permettre à une entreprise de vendre via ses canaux digitaux. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Non. Continuons. Non, c'est bon. Du coup, l'utilité d'une communication digitale en 2023. Bon, déjà, audience massive. Les réseaux sociaux comptent des milliards d'utilisateurs à travers le monde. Cela offre un immense potentiel de visibilité et d'interaction pour les entreprises. Personnalisation. Donc, la communication digitale permet de cibler des audiences spécifiques avec des messages adaptés à leurs besoins et à leur centre d'intérêt. Ensuite, mesure des performances. Les outils d'analyse des données fournissent des informations
précieuses sur l'efficacité des campagnes, permettant d'optimiser les stratégies. Donc, audience massive. Grâce aux réseaux sociaux, on peut toucher tout le monde à travers le monde, quel qu'il soit. Déjà, ça, c'est un premier point et c'est un premier avantage. Ensuite, la facilité d'accès aux réseaux sociaux. Tout le monde a un téléphone, tout le monde utilise Google, tout le monde utilise Facebook, Instagram. Et même si vous n'utilisez pas Facebook ou Instagram, il y a forcément un réseau que vous allez utiliser. En Martinique, WhatsApp, c'est le réseau le plus utilisé, justement, la messagerie la plus utilisée pour communiquer. Personnalisation. Alors, ce qu'on entend par personnalisation, comme expliqué dans la définition, en fait, vous pouvez avoir des pubs, des canaux, des axes de communication réellement optimisés pour votre clientèle. Et ça, c'est un avantage indéniable en 2023. Mesure des performances. Les réseaux sociaux fournissent un panel d'outils, du coup, que nous verrons, qu'on appelle des KPI, qui nous permettent de comprendre notre communauté, comment elle interagit avec nos posts, si elle l'aime, si elle n'aime pas, comment elle consomme nos produits, etc., etc. Des questions? Non? Continuons. Donc, peut-être une petite question, moi, sur le... Vas-y. On revient sur le slide. Oui, voilà. Audience massive, est-ce qu'il y a une technique ou est-ce que c'est possible justement de communiquer massivement sur justement la population locale martiniquaise? Est-ce qu'il y a des astuces pour le faire ou des choses à trouver pour pouvoir faire ça rapidement? Alors, communiquer massivement en Martinique, c'est possible. Alors, via les réseaux conventionnels, Facebook, Instagram, LinkedIn, et même, bien sûr, dans une petite niche, on pourrait aussi avoir des stratégies WhatsApp Business. Maintenant, il y a une stratégie à mettre en place quand même avant. On peut diffuser massivement, c'est-à-dire que si vous avez un budget, on va dire 1 000 € de ce qu'on appelle de budget sponsoring, en réalité, si vous mettez cette sponsor-là sur les réseaux, vous allez toucher pas mal de monde, si ce n'est plus de la moitié de la population. Maintenant, est-ce que ça aura un réel intérêt? C'est justement tout l'attrait de cette présentation. Mais oui, c'est possible. Alors, des techniques beaucoup plus précises selon votre niche, on pourrait en discuter. Quelle est la niche, par exemple? Quel exemple vous pouvez me donner par rapport à ça? Enfin, tu peux me donner par rapport à ça. Non, je pense qu'on pourra préciser plus tard, mais c'était plus d'avoir une façon de faire pour toucher massivement les personnes. D'accord. La façon de faire la plus classique, c'est des sponsors, donc ce qu'on appelle des ads. Voilà, c'est des pubs qu'on peut diffuser directement sur les réseaux, que les réseaux nous permettent de diffuser d'ailleurs. Voilà. OK. Donc, quelques chiffres. Google, c'est 88,3 milliards de visites par mois en janvier 2023. TikTok, qui justement monte en puissance en Martinique, a annoncé avoir atteint 1,1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde durant l'été 2022. Instagram, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur Instagram dans le monde s'élève à plus d'1,3 milliard en 2022. Et Facebook, alors là, n'en parlons même pas, puisque Facebook est le réseau social le plus utilisé dans le monde, avec 2,9 milliards d'utilisateurs actifs mensuels en 2023. Voilà. Donc, quand vous êtes en place sur ces réseaux, sur ces canaux digitaux, voici la cible potentielle que vous pouvez avoir. Alors, on parle bien de cible potentielle, parce qu'il y a toujours une notion de stratégie. Ça ne sert à rien de diffuser à l'étranger alors que votre cible est par exemple en Martinique. Mais néanmoins, vous voyez à quel point ce sont des vecteurs de viralité, puisque bon, il y a énormément de personnes qui sont linkées dessus. Et il ne faut pas oublier non plus que généralement, les gens possèdent plusieurs réseaux sociaux. C'est rare d'avoir une personne avec un réseau. Voilà. Les questions? Et l'utilisation de YouTube dans tout ça, on a les chiffres ou pas? On n'a pas les chiffres. Alors, j'ai donné quelques exemples. Après, YouTube se compte aussi au milliard. Alors, si on doit parler en termes de vues, ce sont des milliards de vues comptabilisées tous les jours, littéralement. C'est des pétaoctets de données en format vidéo. Et si on doit parler des ads, tout simplement, le budget ads de YouTube éclate le plafond. Si on doit parler en termes de performance aussi, YouTube est l'un des réseaux les plus performants en termes de conversion. D'ailleurs, depuis justement la mouvance influenceur,
C'est là que YouTube, justement, a poussé, a évolué. Donc, voilà. Je vais répondre à la... Ouais, impeccable. J'avais une petite question. On disait en fait que Facebook était en perte de vitesse par rapport justement à un réseau comme Instagram ou par rapport à TikTok. Et là, en fait, dans les chiffres 2023, on voit qu'il y a pratiquement 3 milliards d'utilisateurs actifs. Donc, Oui. c'est une impression ou bien voilà, ces chiffres sont avérés et ça draine encore presque la moitié de la population mondiale. Alors, Facebook reste devant. Pourquoi? Parce que Facebook attire à la fois des personnes d'un certain âge, puisque bon, Facebook a vieilli avec ses utilisateurs, et en même temps, vu qu'il rapproche des jeunes, les jeunes ont toujours leur compte Facebook pour différentes raisons, linker des jeux vidéo ou quoi que ce soit. Facebook reste le référent par rapport à ça, donc du coup, c'est lui qui concentre la plus grosse masse. Maintenant, en termes d'attrait, en 2023, on a devant TikTok et Instagram, enfin plutôt Instagram et TikTok, puisque TikTok commence à rattraper Instagram. En termes d'attrait pour les jeunes et en termes de nouvelles communautés, effectivement, on est plus sur du TikTok et de l'Instagram, surtout en termes de consommation pure. D'ailleurs, on le voit dans les produits mis en avant par ces plateformes, donc des produits vidéo qu'on appelle Reels sur Instagram, d'ailleurs, le format Reels. Et voilà. Maintenant, sur Facebook, j'ai pas envie de dire qu'il y a quand même une population non active. On va dire que les gens gardent Facebook par habitude. Et c'est en cela que Facebook Ok. est fort, pour le moment, en tout cas. Ok, top. Donc, encore une fois, les avantages d'une communication digitale. Donc, les feedbacks, on en parlait. Les médias sociaux offrent également notre bénéfice de taille pour la prospection, la possibilité de converser directement avec sa communauté et sa clientèle. Et donc, de percevoir de précieux insights sur ses attentes, ses questions, ses freins. Image de marque. Grâce à cette approche plus humaine, une relation de confiance naît entre la marque et sa communauté et les freins d'une prospection plus classique et intrusive disparaissent. Alors, ce que je veux entendre par là, en général, quand on va démarcher pour du B2C, bon, c'est un peu agressif, mine de rien, même si on a le meilleur commercial du monde ou autre. Bon, on va venir peut-être des fois chez une personne, elle ne sera peut-être pas préparée, elle va être surprise, etc. Ce sera beaucoup plus compliqué pour elle de faire confiance à la marque, même s'il y a un rapport humain. Alors qu'en fait, sur les réseaux sociaux, surtout en 2023, les entreprises tendent justement à donner ce rapport humain, cette vie de l'entreprise sur leur réseau. Donc les gens ont un peu ce côté, ils connaissent l'entreprise, un peu comme la télé-réalité. Ils se sentent impliqués dans l'entreprise et du coup, ils sont plus enclins à consommer parce que pour eux, ils connaissent déjà l'entreprise. Alors peut-être qu'ils ne sont jamais allés, mais le fait de voir des vidéos, le fait de communiquer directement sur les réseaux sociaux avec l'entreprise, donc peut-être avec un community manager, tout ça, ça donne une relation de confiance et ça maximise les ventes. Ensuite, les feedbacks, comme on l'a dit, avoir des retours directement de sa communauté par rapport à un post, par rapport à une vidéo, par rapport à quelque chose qui a été montré, c'est d'autant plus… comment dire ça? Ce sont de bons retours, entre guillemets. On peut optimiser au mieux ces produits grâce à cela. Parce que au lieu justement d'envoyer quelqu'un ou d'avoir un comptable dans une pièce qui va essayer avec certains chiffres, et nous le verrons, c'est ce qu'on appelle le quantitatif en marketing, donc avec du quantitatif, essayer de deviner ce que les gens veulent. Là, on est plus dans le qualitatif, donc on capte la psychologie des gens, la psychologie de nos consommateurs. Des questions? Non, c'est bon. C'est bon. Continuons. Donc, le SMM, comment procéder du coup? Donc, aujourd'hui, nous sommes juste là pour déconstruire et reconstruire un modèle, un schéma bien déterminé. Après, bien entendu, continuer à nous suivre avec Nasdi, du coup, puisque nous aurons d'autres interventions. Et comme disait Roland, nous aurons aussi des ateliers pour aller plus en profondeur. Mais ce que nous pouvons justement montrer à l'heure actuelle, une structure simple. Déjà, en premier, votre business. Vous devez comprendre votre entreprise, comment et pourquoi vous vendez.
En Martinique, souvent, quand on fait appel à nous en tant qu'agence, en fait, les propriétaires ne savent pas trop comment ils vendent, pourquoi ils vendent, qu'est-ce qui plaît réellement à leurs clients. C'est primordial. Avant même de penser communication digitale ou vente en digital, il faut comprendre son business. Qui sont les clients? Comment ils viennent? Pourquoi ils viennent? Donc, premier point, votre business. Ensuite, vos objectifs. Donc, il faut fixer des objectifs logiques, clairs et en accord avec votre entreprise. Souvent, on nous demande aussi des miracles. Oui, j'ai une entreprise de tel style, donc il faudrait que j'arrive à faire plus 1000 ventes, plus 2000 ventes dans les 3 prochains mois. On pourrait arriver à faire plus 1000 ventes, plus 2000 ventes, mais pas dans les 3 prochains mois. Il faut que les objectifs soient logiques, clairs et précis. Ensuite, l'A/B testing. Alors, ce que nous appelons A/B testing, c'est tout simplement de tester, de prototyper sa communication sur les réseaux. Si vous pensez que votre entreprise doit communiquer de façon agressive, par exemple, prenons un exemple, du coup, vous allez tester cela sur les réseaux pendant une période donnée. Donc, ça peut aller d'1 mois à 3 mois en fonction des tests que nous devons faire. Et ensuite, vous allez récupérer de la data. Vous allez comprendre qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Est-ce que, effectivement, parler et être tout le temps en constance sur les réseaux, est-ce que ça plaît à votre communauté ou pas? Et bien sûr, ensuite, nous avons l'amélioration. Donc, l'amélioration, du coup, permet de scaler. Donc, ce qu'on appelle scaler, c'est prendre du niveau. Donc, d'améliorer nos bases, une fois que nous avons nos bases, d'améliorer tout ce que nous avons autour et de créer ce qu'on appelle des brain assets. Donc, des brain assets, ce sont des portes logiques dans le cerveau, des mots-clés que les gens, en fait, que vos clients vont garder en mémoire, qui vont lier, entre guillemets, votre entreprise à cela, à ces mots-clés-là. Voilà, désolé, j'ai bafouillé. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Alors, il y avait une question précédemment que je n'avais pas vue dans le chat. C'était sur les chiffres concernant aussi LinkedIn. LinkedIn. Ouais, LinkedIn, qui est un réseau professionnel. Donc, ce serait peut-être d'avoir, à mon sens, des chiffres. C'est Thierry qui pose cette question. C'est bien ça, la question? Ok. Ouais, bonsoir. Effectivement, Bonsoir. dans les chiffres que tu avais annoncés, c'est un réseau qu'on ne voyait pas apparaître. Après, tout dépend. Là, je vois la slide que tu présentes. Si on est en B2C ou en B2B, c'est vrai que si on est dans un secteur B2B, LinkedIn est un réseau aujourd'hui qui est assez intéressant pour générer de l'interaction. Donc, je ne sais pas si tu en parles après ou si on reste que sur du B2C aujourd'hui. En soi, on survole un peu les choses. Maintenant, LinkedIn en soi, c'est 900 millions de membres, du coup, sur 200 pays. Donc oui, effectivement, c'est un réseau à ne pas mettre de côté. En fait, j'utilisais plus des exemples. Du coup, pour faire comprendre pourquoi les réseaux sociaux sont quand même utiles. Mais effectivement, oui, LinkedIn, c'est un réseau professionnel et effectivement, pour du B2C, donc des campagnes B2B, excusez-moi, pour des campagnes B2B, il faudrait se concentrer sur ce réseau-là. Alors, pas que lui, bien entendu, puisqu'on est dans une stratégie globale, il ne faut pas non plus faire une fixette que sur un réseau. Mais effectivement, si le but, c'est d'attraper d'autres entreprises, oui, effectivement, LinkedIn est le réseau à favoriser. En Martinique, c'est un réseau qui prend en valeur, qui prend en puissance de plus en plus. Donc oui, effectivement. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait. Merci. Pas de souci. Donc voilà, pour revenir sur une structure en simple, donc c'est plus une structure à avoir dans sa tête, c'est un schéma de pensée, de se dire, voilà, d'abord on pense à son business, ensuite à ses objectifs, ensuite l'A/B testing. En général, ce sont plus des agences qui le font. Maintenant, rien n'empêche que vous puissiez le faire de vous-même. C'est quelque chose qui prend du temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on est là ce soir. C'est pour aussi casser cette idée reçue que la communication est active à un instant T, que vous aurez des résultats tout de suite. Ça peut arriver,
Ça peut arriver sur un coup de chance ou autre, ou si vous avez vraiment le produit idéal, le produit que le marché demandait là à l'instant T. Mais en règle générale, créer une communauté et surtout vendre sur les réseaux grâce à cette communauté et donc avoir ce qu'on appelle de la rétention et du referral, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est assez complexe, il faut prendre son temps, il faut poser sa stratégie. Il ne faut pas avoir peur de revenir sur les fondamentaux et de se demander est-ce qu'on avait les bons objectifs, est-ce qu'on avait le bon produit à un moment T. Donc voilà. Donc nous allons décomposer notre structure. Donc dans votre business, qu'est-ce que j'entends? Donc nous avons en A la charte graphique. Beaucoup d'entreprises ici n'ont pas de charte graphique. Alors qu'est-ce qu'on entend par charte graphique? C'est un document qui va régir les codes de votre entreprise. Code couleur, le logo, la manière dont elle doit parler, comment un commercial doit se vendre, etc., etc. C'est un document qui permet aux agents, généralement, justement, de suivre une ligne directrice. Si vous ne l'avez pas pour une agence, au moins pour vous, parce que ça va vous soulager aussi mentalement, de vous dire, bon, ben voilà, quand je dois créer un post, quand je dois écrire quelque chose, ben, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, déjà, primordial, une charte graphique. Ensuite, le storytelling qui se retrouve dans la charte, mais pourquoi je l'ai mis à part? Parce que tout simplement, juste réfléchir à l'histoire dans son entreprise. On a beaucoup d'entreprises ici qui ont des histoires incroyables, mais personne ne joue sur ça. De nos jours, sur les réseaux, les gens veulent une histoire. Ils veulent être séduits, justement. C'est ce qui fait la consommation de nos jours. Et du coup, racontez votre histoire, racontez comment, peut-être, avec vos économies, vous avez pu monter votre business, votre vie, qui vous êtes. N'ayez pas peur de parler de vous. On a aussi ce cliché en Martinique de se dire, oui, je ne vais pas parler de moi, je ne vais pas dire que c'est moi qui ai ce business-là parce qu'on va me porter l'œil. Alors, bon, on est loin des délires mystiques, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais par contre, il ne faut pas faire ça parce que les gens s'identifient à l'humain maintenant. Maintenant, les gens ne s'identifient plus juste à une boîte en se disant cette boîte ça, mais non, non. Maintenant, l'humain. Il faut remettre l'humain au centre de l'attention et vous montrer. N'hésitez pas à vous montrer. Ensuite, votre langage. Donc aussi, pareil, c'est dans la charte graphique, mais ça sert à... C'est bien de le mentionner. Donc, la façon dont vous vous exprimez. Souvent, on veut atteindre certains clients, je ne sais pas, pour une idée X ou Y. On se dit, oui, bon, j'ai cette clientèle-là, mais j'aimerais avoir tel type de clientèle, etc. Mais en fait, peut-être que vous n'y arriverez pas parce que tout simplement, votre style, c'est la clientèle que vous avez déjà. Donc, plutôt que d'essayer d'aller chercher une clientèle qui ne correspond pas à ces usages-là, à ces codes-là, juste maximiser le type de clientèle que vous avez. Et ça, c'est très important dans le langage. En Martinique, nous sommes très familiers de base. Là, c'est très machin, oui, comment ça va, machin, alors que vous ne connaissez pas la personne, on ne connaît personne, mais c'est comme ça que nous sommes. On ne va pas changer pour autant tout cela parce qu'on voudrait tel type de client, surtout si ça n'a aucun intérêt stratégique. Donc voilà, c'était aussi cette petite parenthèse-là. Bien sûr, en D, nous avons le marché. Toujours se positionner par rapport au marché, nos concurrents, comment nos concurrents communiquent, pourquoi ils communiquent comme ça, dans quelle période ils communiquent. Il y a toujours une raison logique à cela. Personne ne communique comme ça sans raison et surtout dans des périodes données. Et bien sûr, le dernier élément, mais le plus important, vos clients. Ne pas hésiter à poser des questions à vos clients. Et d'ailleurs, on revient dessus dans vos objectifs à quantitatif. Alors, dans le quantitatif, comme je l'ai dit précédemment, vous aurez ce qu'on appelle un questionnaire quantitatif. Ce ne sont que des chiffres. En marketing, on appelle ça quantitatif parce qu'en fait, ce ne sont que des chiffres. C'est ce que vous pensez connaître de votre business. Le nombre de fréquentations par jour, le CA, chiffre d'affaires, quel type de produit se vend le mieux, etc., etc. Alors, ces données-là vont vous permettre d'avoir des objectifs au départ. Donc, vous allez faire le parallèle avec le marché, comme on le voit au B. Et ça va vous permettre de fixer non seulement des objectifs, mais aussi de fixer les outils qui vont analyser ces objectifs. Donc, on appelle KPI. Et nous reviendrons sur la définition des KPI un peu plus loin. Donc, voilà. Donc, en A, votre questionnaire quantitatif. Vous allez vous demander, quel produit se vend le plus? Quel type de personnes fréquentent mon magasin? Enfin, combien de personnes fréquentent mon magasin? À quelle heure, par exemple, aussi? Voilà. Ensuite, le parallèle sur le marché. Est-ce que les concurrents sont à peu près dans la même mouvance? Alors, je sais qu'en Martinique, nous avons des gros problèmes en termes de statistiques et de données. Effectivement, c'est très difficile
de comprendre notre marché. Mais je pense qu'à l'avenir, on aura de plus en plus de personnes qui pourront nous aider à ce niveau-là. Donc, voilà. Mais ensuite, on sait les outils d'analyse des KPI. Nous verrons ces outils-là plus tard. Et en D, votre budget. Alors, très important, une fois que vous avez brainstormé sur tous ces points-là, il faut fixer un budget. Si demain, vous voulez viser, je ne sais pas moi, la Caraïbe, avec un budget de 2 000 €, bon, ce ne sera pas possible. Voilà, il faut quand même être raisonné à ce niveau-là. Ensuite, dans l'A/B testing. Donc, comment l'A/B testing se décompose? Alors, A, sélection des réseaux. On a vu précédemment, si vous faites du B2B, vous allez penser LinkedIn dès le départ. Vous allez ensuite choisir un deuxième réseau d'appui, ce qu'on appelle un réseau d'appui, pour votre stratégie. Ensuite, prototyper. Alors, ce qu'on appelle prototyper, vous avez vu ce que les concurrents font, vous allez commencer à vous inspirer de ça en mettant votre touche, votre personnalité dedans. Donc, avec votre charte graphique, n'oublions pas la charte graphique, le storytelling, n'oublions pas le storytelling, votre langage, et vous allez créer des prototypes de communication, qu'ils soient en fixe, ce qu'on appelle des posts classiques, 1080 par 1350, ou sinon des Reels, donc des vidéos, tout simplement. Donc, ensuite, prototype, on diffuse. Une fois diffusé, on attend les retours. Alors, les retours vont se faire sur les plateformes de ces réseaux, donc que ce soit LinkedIn avec sa plateforme business, avec Meta Business, c'est Facebook, etc., etc. Instagram Ads, etc. Donc, vous allez avoir vos retours, donc les analyses des KPI, et à ce moment-là, vous allez vous demander, OK, bon, selon les retours, est-ce que tel post, telle façon de communiquer fonctionne ou non? Alors, au départ, vous allez plus avoir des interactions. Ne pensez pas à la vente dès le début, mais ça vous servira pour cerner votre communauté. Et ensuite, en E, on arrive dans le qualitatif. Alors, le qualitatif en marketing, donc les questionnaires qualitatifs, nous permettent de cerner le besoin psychologique et de comprendre la psychologie du client. Voilà. Donc, comment ça se passe? Alors, nous, en interne, chez Innovalon, nous allons directement chez nos clients et nous posons justement des questionnaires qualitatifs en échange d'une réduction, puisqu'il faut imaginer qu'un questionnaire, c'est quelque chose qui est assez lourd. Il y a ce qu'on appelle une barrière à l'entrée, une barrière psychologique à l'entrée. Donc, pour casser cette barrière-là, on propose aux clients qui consomment déjà, aux clients qui consomment déjà chez nos clients, du coup, une promotion, quelque chose, un appât, on va dire ça comme ça, pour justement récolter de la donnée psychologique. Alors, les questionnaires qualitatifs sont très ouverts. Le but, là, c'est que votre client puisse parler, le consommateur puisse parler. Peut-être que lui, il vient consommer chez vous parce que tout simplement, il y a un arrêt de bus pas loin et que voilà, à midi, il doit prendre le bus et il voit l'enseigne et puis il a pris une habitude. Ça, c'est très important parce que du coup, votre arrêt de bus, c'est un élément, c'est un facteur clé dans votre consommation, dans la consommation de vos produits, etc., etc. Donc, vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Donc, les questionnaires qualitatifs nous permettent de cerner le besoin psychologique du consommateur, donc du client. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que vous voulez que j'approfondisse certains sujets avant qu'on continue? Puisque je parle beaucoup, du coup. Non, ça me semble plutôt clair. Oui. OK. Ouais, OK. Donc, une fois qu'on a cerné le besoin psychologique, on va aller dans l'amélioration. Alors, n'oublions pas, nos KPI ont parlé pour nous. On sait mathématiquement ce qui se passe. Tel poste ne fonctionne pas, tel concept fonctionne, mais on voit qu'il fonctionne, mais à demi ou quoi que ce soit. Donc voilà, on a ces chiffres-là et ensuite on rentre dans le qualitatif. OK, maintenant ceux qui viennent consommer sur place, voilà ce qu'ils pensent. On mixe les deux, on voit, on fait des comparaisons de réseaux. LinkedIn fonctionne, on garde LinkedIn. On avait pris Facebook, Facebook ne fonctionne pas, on va changer, on enlève Facebook. Pour X ou Y raisons qui vous seront données justement par les indicateurs. Donc, et bien sûr, par le questionnaire qualitatif, parce que vous pouvez aussi avoir des questions assez ouvertes sur le mode de consommation des réseaux sociaux de vos clients. Ils peuvent très bien vous dire, non, enfin moi, Facebook, ça ne m'intéresse pas, c'est has-been. S'ils sont très jeunes, ils vont vous dire, non, moi, je suis plutôt TikTok. Et voilà, je kiffe TikTok parce que si, parce que ça. Justement, ce sera à prendre en compte. Et si justement c'est appuyé par l'analyse de vos KPI, vous voyez que Facebook, ça ne fonctionne pas, pourquoi pas tester à ce moment-là sur TikTok quelque chose, un concept. Donc, phase d'amélioration, donc A, validation des réseaux, B,
compréhension des brand assets. Je vais revenir dessus. Et C, outils de diffusion et organisationnel. Alors, validation des réseaux, tout le monde a compris. Hein. Ce qui fonctionne, fonctionne. Donc, on va se pencher dessus pour améliorer, tout simplement. Et ensuite, B, compréhension des brand assets. Alors, ce qu'on appelle des brand assets, comme je l'ai dit précédemment, en fait, ce sont des mots-clés, ce sont des mots, des éléments qui rappellent votre business, voilà, qui rappellent votre entreprise. Apple, si je mets la pomme croquée, ou même que je prends une pomme, que je la croque et que je la mets devant vous, vous allez vous dire « Ah, mais ça, c'est Apple. Ça, c'est la marque Apple. » Pareil pour Windows ou quoi que ce soit. Un iPhone, vous allez avoir un brand asset tout simple. C'est un élément distinctif, c'est l'encoche. Alors, je ne sais pas si… Bon, on va faire de pub, hein, mais voilà. Il y a une encoche ici. Cette encoche-là, même si je prends un design, ce qu'on appelle un mock-up, un design vide, vous allez voir l'encoche, vous allez vous dire « Ah, ça, c'est un design d'un iPhone. » Ça reste intégré dans la tête. Donc, voilà. En gros, maintenant, une fois qu'on a réussi à faire des tests et qu'on commence à avoir une communauté, il faut comprendre le pourquoi fondamental la communauté reste. Donc, quels sont nos brand assets? Une fois qu'on a ces brand assets-là, on va les utiliser justement pour faire des clins d'œil, des rappels justement de notre communauté, que ce soit sur le réseau en question ou que ce soit pour une autre campagne. Ça peut être une campagne média ou autre. Mais le fait d'avoir ces brand assets-là, les gens vont se sentir, ils vont, comment on appelle ça? Ils vont oh là là, je perds mes mots. Ils s'identifient. Merci. Un de mes associés est à côté de moi, donc voilà. Donc, ils vont s'identifier à la marque via ces brand assets. Ensuite, j'ai pensé à vous, hein, outils de diffusion et organisationnel. Si toutefois, vous voulez y aller tout seul, il faut avoir des outils de diffusion et des outils organisationnels. De toute façon, parce que tout simplement, vous devez organiser votre calendrier éditorial, pouvoir diffuser en automatique ou autre. Voilà. Parce qu'en fait, effectivement, la communication, c'est une tâche très ardue qui demande énormément de temps. Je pense que vous l'avez vu, même au-delà du fait de poster, tout ce qu'il y a en amont, voilà. Il y a donc des outils. Alors, aussi, nous allons parler de créer du contenu engageant. Alors, c'est une petite parenthèse. Hein. Le contenu est roi sur les réseaux sociaux, donc il est important de créer du contenu engageant pour votre public. Cela peut inclure des histoires inspirantes, des astuces pratiques et des vidéos amusantes, etc. Le contenu doit être adapté à votre public cible et doit refléter les valeurs de votre entreprise ou marque personnelle. Pourquoi marque personnelle? Parce que tout simplement, vous pouvez vous brander, donc vous vendre vous-même, en fait, tout simplement, en personnel. Vous n'êtes pas forcément obligé de brander votre image dans votre entreprise, vous pouvez très bien le faire en personnel et à ce moment-là, rallier votre entreprise à sa cause. Donc, faire un transfert de communauté en disant, moi, je suis un personnel. Les influenceurs le font très bien, et influenceuses d'ailleurs. Je suis influenceur, je suis connu, j'ai des millions d'abonnés. Maintenant, j'ai créé un business. Les gars, comme vous me soutenez, allez soutenir mon business. Donc, il y a un transfert de communauté qui est fait de l'individu, du personnel à la société. Voilà. Des questions sur peut-être les contenus et je vais peut-être même faire une parenthèse dessus. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette définition? C'est bon? Ok. Je pense que c'est bon. Du coup, créer du contenu engageant. Alors, pourquoi aujourd'hui on parle de contenu engageant? Pourquoi on parle de vidéos humour, d'astuces pratiques? Je pense que sur les réseaux, si vous y êtes, vous voyez que souvent on a des vidéos comment dire ça, qui sont bénéfiques, qui sont utiles. Voilà, on va dire ça comme ça, qui sont plutôt utiles, contrairement à avant où on avait juste des pubs qui étaient balancées et puis on disait moins 10% de cet article-là, venez consommer ou telle publicité ou quoi que ce soit. C'est parce que tout simplement, ça rend unique votre entreprise. Voilà. Maintenant, les gens, ils ont un minimum de temps à accorder à votre contenu. De moins en moins de temps à accorder à votre contenu. D'ailleurs, c'est pour ça que TikTok explose en termes de consommation de contenu parce que TikTok est orienté sur ça. Des vidéos très courtes, une information très rapide, très claire. Voilà. En fait, les gens ne se prennent plus la tête. Vous devez avoir un contenu soit qui est intéressant parce que c'est une astuce, c'est quelque chose que la personne pourra réutiliser au quotidien, ou sinon aller dans l'humour ou dans l'inspiration, tout simplement. Mais vous devez faire ressentir des émotions à votre communauté. S'il n'y a pas d'émotion ou d'intérêt, ce n'est pas la peine, ça ne va pas fonctionner. Donc ça, un mot d'ordre dessus. Vous devez poser émotion.
Et d'ailleurs, questionnaire, encore une fois, qualitatif. Donc, on sort du schéma logique de « ouais, mais j'ai fait ce poste-là, dans tous les cas, j'ai mis cet argent-là et de toute façon, ça va fonctionner comme ça ». Non, il faut se mettre à la place de l'individu. Il faut penser psychologie. De nos jours, c'est comme ça. L'époque où on pouvait poster juste un truc et ça fonctionnait est révolue. Tous vos concurrents communiquent sur les réseaux et donc il va falloir se démarquer. Et on se démarque comment? Par la personnalité. Une entreprise, un individu. À chaque fois que des entreprises ont été créées, enfin, ou plusieurs individus, si vous êtes associés, mais vous m'avez compris, une entreprise a une identité propre, de par les individus qui la composent. Et ça, c'est unique. C'est comme une empreinte digitale. On ne le rate pas. Et ça, vous devez arriver à le retranscrire sur les réseaux. Et à ce moment-là, engagement et ensuite revenu. Alors, je simplifie, hein, il y a plus d'étapes, mais vous m'avez compris. Alors, utiliser des outils de gestion de contenu. La gestion de contenu peut être un travail fastidieux, comme je l'expliquais. La gestion de contenu peut être un travail fastidieux, surtout si vous devez gérer plusieurs plateformes sociales. Donc, heureusement, il existe des outils de gestion de contenu qui peuvent vous aider à planifier, publier et suivre vos performances sur les différentes plateformes sociales. Quelques exemples d'outils populaires: Outsuite, Buffer, Sprout, Social, etc., etc. Alors, vous avez aussi des outils déjà intégrés, hein, des réseaux comme Meta Business, qui vous permet aussi de programmer des posts, etc. Mais bon, en général, ça vous force à aller sur une de ces plateformes à la fois. Là, on parle d'outils qui vous permettent de synchroniser le tout de vos contenus et de diffuser en même temps. Alors, c'est dans la logique, c'est un peu plus complexe que ça, mais en réalité, bon, là, comment ça fonctionne. Donc, voici quelques outils aussi, si vous voulez un petit peu d'aide par rapport à ça. Alors, pour la maîtrise de ces outils-là, je tiens à préciser encore une fois qu'avec Nasdi, nous proposons des ateliers, du coup, dans le cadre de Mofroisage, et que ces ateliers-là sont gratuits, du coup. Donc, à ce moment-là, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. De toute façon, Roland va le communiquer. Voilà. Ah oui, mon associé me rappelle quelque chose, c'est vrai, effectivement, dans le programme Mofroisage, nous pouvons aussi faire de l'audit. Nous proposons de l'audit pour vos structures, savoir si, du coup, vous avez un manque et à quel niveau vous avez ce manque-là. Voilà, tout simplement. Des questions sur peut-être les outils et pourquoi nous utilisons des outils, comment nous utilisons les outils? Non, il n'y a pas de questions? C'est bon, tout le monde? Je regarde dans le chat. Non, ça, ouais, ça a l'air d'être bon. Vous avez une préférence, vous, en fait, en termes d'outils entre le Outsuite et le Buffer? Ouais, une préférence. Non, nous n'avons pas forcément de préférence. Alors, nous nous adaptons aux outils. Alors, c'est pour ça que Innovalon, du coup, et nous porte ce sigle digitalement innovant, parce que tout simplement, nous nous adaptons en fonction de la demande et en fonction de la complexité de cette demande. Même si nous ne maîtrisons pas un outil sur le fait, c'est cet outil-là dont nous avons besoin. Nous allons nous former très rapidement dessus et le maîtriser pour permettre justement à notre client d'être satisfait. Donc, nous n'avons pas forcément d'outils phare. Il n'y en a aucun qui me vient à l'esprit, malheureusement, mais du coup, c'est juste on s'adapte à la demande et on y va. Parce qu'en fait, chaque outil aura ses avantages et ses inconvénients. Il y aura des outils qui vous permettront de diffuser sur toutes les plateformes, mais avec certaines limites. C'est un problème. Il y a des outils qui vous permettront de diffuser sur 2 ou 3 plateformes et le reste sera exclu, etc., etc. Pareil, dans la rédaction des scripts, il y a des outils qui vont vous aider dans la rédaction des scripts. On peut prendre un outil très simple, c'est une petite parenthèse, hein, les IA. D'ailleurs, nous ferons justement, je pense, Roland, un point dessus. Comment les IA peuvent aider à la rédaction ou peuvent nous aider au quotidien pour satisfaire nos clients, justement, dans nos stratégies, dans notre approche. Donc voilà, c'est un outil comme un autre et nous utilisons un panel d'outils en fonction de la demande et de comment on doit satisfaire notre client. Voilà, voilà. OK. Et certains, justement, outils permettent de voir tous les réseaux sociaux dans une même interface. Est-ce que, de façon pratique, on a créé en fait un contenu, donc un texte avec une image, on le colle sur tous les réseaux ou il faut adapter ce contenu en fonction du réseau social en fait que l'on cible? Et si oui, est-ce que l'IA
pourrait nous aider peut-être en fait à créer du contenu en fonction du réseau social sur lequel on publie? Alors, je vais répondre en deux temps. Oui, effectivement, on doit adapter son contenu en fonction du réseau qu'on va utiliser et des réseaux que nous allons utiliser en règle générale, puisque la consommation n'est pas la même. Bah, on prend l'exemple simplement de TikTok. TikTok, ce ne sont que des vidéos. Voilà. Bon. Donc, du coup, vous ne pourrez pas diffuser de graphie, ce sera très compliqué. Instagram, il y a de la graphie, mais l'algo d'Instagram favorise justement soit le format carrousel. Donc, carrousel, ça veut dire plusieurs posts qu'on peut défiler, en fait, tout simplement. Et le format Reels qui est justement mis en avant parce que Instagram veut concurrencer TikTok. Donc, du coup, dans votre stratégie, si toutefois vous devez diffuser des vidéos et du contenu des posts, vous aurez justement dans votre tableur, donc dans votre logiciel, du post pour Instagram avec peut-être quelques reels, donc des carousels pour Instagram avec quelques reels, mais vous n'aurez pas ce carrousel sur TikTok. Si vous voulez justement transmettre l'énergie, transmettre le savoir de ce carrousel, vous serez obligé de faire un contenu vidéo à destination de TikTok et adapté à TikTok dans un premier temps. Ensuite, est-ce que l'IA va nous aider, peut nous aider à cela? Alors oui, mais il faut quand même faire attention. Pour maîtriser une IA, il faut connaître ce qu'on appelle le prompt engineering. Donc, du coup, nous sommes très en avance dessus. D'ailleurs, même Nasdaq aussi est en avance dessus. Mais du coup, c'est comprendre comment communiquer avec une IA. Parce que les IA sont vendus comme des outils où on peut communiquer comme vous et moi, là, actuellement. On peut parler un petit peu n'importe comment, on peut donner les mots et nos expressions, mais en fait, ce n'est pas vrai. Si vous voulez en tirer une puissance, en tirer 100% de cette puissance, 100% de cet outil, vous serez obligé de faire du prompt engineering. Comprendre comment l'IA fonctionne et comment discuter avec elle, lui transmettre les bonnes informations, les bons prompts, du coup, pour qu'elle puisse en tirer le maximum. Alors oui, si vous maîtrisez l'IA, elle va vous aider à avoir différents contenus, ou en tout cas vous aiguiller pour avoir différents contenus. Mais si vous ne la maîtrisez pas, non, elle restera trop en surface. Elle va généraliser votre contenu et vous dire, bon, ça peut fonctionner pour tel réseau. Donc à ce moment-là, il faut quand même se pencher sur du prompt engineering. Voilà. D'ailleurs, en petite parenthèse, le content engineering qui devient à l'heure actuelle un métier à part entière aux États-Unis et cela devrait arriver prochainement en France. Voilà. D'autres questions? C'est tout? Oui, J'aimerais savoir comment on procède. Il faut qu'on prenne un rendez-vous avec vous pour analyser le cas personnel de chaque société. Comment on procède? Oui, vous pouvez directement prendre un rendez-vous. Alors, vous transmettez vos informations à Nasdaq et de toute façon, Nasdaq nous fera le relais et nous vous contacterons, nous viendrons à vous. Dans tous les cas, nous ferons une audit. Alors, je vais faire une petite parenthèse du coup. Alors, comment ça se passe? Du coup, nous venons et nous faisons une audit de l'entreprise, de notre futur client. Nous faisons une audit assez globale au départ. Alors, nous allons aller sur du quantitatif. D'accord? Vous avez suivi? Quantitatif, données chiffrées. Une fois le quantitatif récolté, à ce moment-là, nous allons aller vers du qualitatif. On peut tout simplement laisser un de nos membres directement dans une des entreprises. Voilà. Il va rester 1, 2, 3, 4, 5 jours s'il le faut, même une semaine, 2 semaines, tout dépend de la tâche et de l'analyse, de l'audit, pour analyser le comportement, la psychologie du client. Une fois cela fait, une fois l'audit fait, à ce moment-là, nous prenons rendez-vous avec ce client et nous lui notifions tout ce que nous avons remarqué comme point. À ce moment-là, libre à lui de nous dire, du coup, pour la stratégie social media management, je vous veux ou non. Voilà. Voilà. Si j'ai répondu à la question, c'est… Oui. Alors, donc, quelles sont les retombées? Comment les analyser? KPI, donc Key Performance Indicator. Donc, les KPI sont les initiales de Key Performance Indicator, donc des indicateurs clés de performance en français. Ce sont des mesures quantitatives utilisées pour évaluer l'efficacité et la réussite d'une organisation, d'un projet ou d'une action spécifique par rapport à ses objectifs. Donc,
Du coup, vos KPI, c'est la comptabilité de vos réseaux sociaux, tout simplement. Comme je l'ai dit précédemment, vous allez savoir combien de personnes ont liké vos réseaux, donc ont aimé vos réseaux, combien de personnes ont regardé votre vidéo, à quel moment elles l'ont regardé, quel jour, à quelle heure, quels sont les pics de fréquentation ou non. Voilà, ce sont ça les KPI. Quel est votre retour sur investissement du coup par rapport à une sponsor? Donc, ce qu'on appelle sponsor, donc c'est des sponsorisations. Du coup, ce sont les pubs sur les réseaux sociaux. Quel est votre retour? Est-ce que les gens ont cliqué sur le lien de cette sponsor, etc., etc. Donc, tout ça, ça fait partie des KPI. Ce sont des données chiffrées que nous pouvons analyser pour voir le comportement sur les réseaux. Donc, comment sélectionner des indicateurs pour votre tableau de bord KPI? Donc, 1, utiliser les graphiques pour comparer les valeurs d'un ou de plusieurs regroupements de rapports. 2, définir ses objectifs à 3 niveaux. Donc, niveau individuel, niveau départemental et pour l'entreprise. Ensuite, 3, comprenez vos KPI. Faites le lien entre vos actions et les résultats souhaités. Et 4, réévaluer vos KPI pour mieux correspondre à vos affaires. Donc, utilisez les graphiques. Alors, le 1, utilisez les graphiques pour comparer les valeurs d'un ou de plusieurs regroupements de rapports, donc d'indicateurs en soi. Alors, je l'ai noté au cas où s'il y a des adeptes d'Excel ou d'autres plateformes, mais en règle générale, vous avez déjà ces supports-là sur les réseaux sociaux. Donc, les parties business manager des réseaux sociaux ont déjà des graphiques, etc. Et vous voyez tout de manière très simple et très facile. C'est très intuitif. Donc, de ce côté-là, je l'ai juste noté au cas où si vous vouliez le faire en perso sur des logiciels personnels, mais les plateformes ont déjà des bonnes bases à ce niveau-là. Ensuite, définir ses objectifs à 3 niveaux, niveau individuel, niveau départemental et pour l'entreprise. Alors, niveau individuel, tout simplement, c'est vous, en tant que personne, quels sont vos objectifs? En tant que chef d'entreprise, quels sont vos objectifs? Ensuite, niveau départemental. Alors, c'est très important, du coup. Au niveau du département, savoir comprendre la masse, comprendre les chiffres et se référer au département. Tout bête, mais la population martiniquaise, on est environ 290 000. On est environ 280 000. 360 000. La 360 000. population? Nous, on oui, est. Ouais. Eh ben, oh mon Dieu, je pensais qu'on était beaucoup moins. Bon, 380, on a eu pratiquement pas loin de 390 000 à un moment. Ok, 380 000. Ok. Ah non, mais je sais pourquoi j'ai dit ça. Parce que j'ai vu un article où, dans quelques années, à ce qui paraît, la population va baisser puisque tous les jeunes partent. C'est un peu dommage d'ailleurs. Mais c'est une réalité. Oui, il y a un vieillissement de la population et effectivement, on n'arrive pas à retenir nos jeunes qui partent de plus en plus. Ouais, voilà. Nous sommes toujours là, ça va? Très bien. Donc, du coup, 380 000 habitants. Mais le rapport départemental, au niveau départemental, si vous faites une pub et que vous touchez 1 million de personnes, il y a 2 problèmes. Alors, le problème, peut-être que la pub, elle est cyclique. Ça veut dire que du coup, cette pub-là est réapparue tout le temps pour les mêmes personnes et que du coup, vous ne supprimez pas ce filtre-là. Enfin, vous n'avez pas mis un filtre par rapport à ça. Donc, du coup, ça comptabilise plusieurs personnes à chaque fois. C'est pas bon. Ou sinon, c'est parce que votre pub, c'est en trop. Voilà. Parce qu'en fait, tout simplement, elle a dépassé le département. Vous avez touché la Guadeloupe, vous avez touché la Guyane, vous avez touché les États-Unis. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est très important d'avoir un niveau départemental, des logiques chiffrées au niveau départemental pour comprendre justement ce que vous recevez. Sinon, vous aurez des informations erronées et à ce moment-là, ça ne servira à rien. Ensuite, comprenez vos KPI. Donc, ça, c'est dans le même registre. Faites le lien entre vos actions et les résultats souhaités. Alors, le lien entre les actions et les résultats souhaités. Quand vous communiquez, il y aura de l'interaction et vos KPI vont réagir. Par exemple, le nombre de likes, pas de problème. Et le nombre de vues, pas de problème. Mais vous aurez un nombre croissant, plutôt linéaire. Alors, je m'entends sur ça. Donc, la croissance est plutôt linéaire et non pas exponentielle, sauf certains cas, entre parenthèses les buzz, où effectivement la croissance est exponentielle. Mais la croissance sera plutôt linéaire. Donc, vos indicateurs vont être plutôt dans une logique linéaire. Par contre, quand vous allez commencer à entamer des actions, donc de la sponsorisation ou autre, des promotions, même en dehors des canaux digitaux, le fait de faire des campagnes sur les médias traditionnels ou quoi que ce soit,
vos KPI vont réagir. Les gens vont vous rechercher, ils vont cliquer sur des liens, etc., etc. Et ce sera à vous de faire le lien entre les deux. Si j'ai ce pic-là le 28 février, ben en fait, c'est peut-être parce que j'étais à la télé ou parce que tout simplement, ben, j'ai commencé une sponsor et ben, la sponsor a bien fonctionné. Donc, j'ai commencé à avoir des pics ou quoi que ce soit. Et voilà, il faudra toujours faire le lien entre les deux et ne pas occulter ce genre d'informations. Alors, et 4, réévaluer vos KPI pour mieux comprendre, pour mieux correspondre à vos affaires. Ben, tout bêtement, si vous avez un indicateur qui semble ne pas trop vous intéresser, par exemple le nombre de likes, ce n'est pas tout le monde qui s'intéresse aux likes, d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on a des likes qu'on vend, ça ne veut rien dire. Du coup, peut-être que cet indicateur-là ne va vous servir à rien, et donc de ce fait, vous allez le supprimer en fonction de votre stratégie. Donc, voilà. Maintenant, nous allons passer aux questions. Du coup, on va débattre ensemble si vous le voulez. Et puis, ensuite, nous allons conclure. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez que je parle? En tout cas, très bien. Merci pour la présentation, Anthony. Et oui, on va passer en fait à quelques questions, si vous en avez. Richard, Thierry, Giovanni, Justine, Eric, oui, Thierry. Alors moi j'ai une petite question. Tu as évoqué effectivement un élément auquel je n'avais pas forcément pensé, qui est le storytelling. Sous quel format tu le vois en fait, ce storytelling? Alors, déjà, dans un premier temps, écrire son histoire. Avant même de penser à se diffuser, mais écrire son histoire. Se demander quel type d'entrepreneur nous sommes, la personnalité, etc. Les valeurs, merci, oui. Donc, les valeurs que nous prenons, tout ça, ça rentre dans cette grande histoire. Ensuite, comment le faire? Donc, parlant de storytelling, comment le faire? Vous pouvez d'abord le faire sur vos réseaux sociaux personnels. En général, c'est ce qui est le plus conseillé. Donc, créez-vous un personnage. Un peu comme les infopreneurs. Je ne sais pas si vous connaissez les infopreneurs, mais sur les réseaux, il y en a pas mal. Donc, comme les infopreneurs, créez-vous un personnage donc lié à ce storytelling-là. Alors, ça peut être un personnage fictif, comme ça peut être vous. Hein. Si vous avez une personnalité très vendeuse, ne changez rien. Vendez-vous. Et du coup, diffusez du contenu par rapport à vous. N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à parler de votre vie, de vos difficultés aussi. En fait, imaginez le côté storytelling comme de la télé-réalité, comme je disais tout à l'heure. En fait, il faut se vendre comme de la télé-réalité. Montrez quand vous allez dans tel domaine, tel endroit, si cela est bon pour votre business, si cela est bon pour votre affaire. Montrez votre côté chaleureux, si cela est bon pour votre affaire. Parlez de votre implication et de votre sacrifice, si cela est bon pour votre affaire. Transmettez des émotions, transmettez des sentiments. Voilà. Il faut que les gens puissent se dire « Ah ouais, mais je comprends ce gars, je comprends sa difficulté. » Même si cette personne n'est pas dans votre domaine d'activité, mais elle doit vous comprendre. Ça crée ce qu'on appelle de la rétention. Des gens qui s'accrochent à vous, qui reviennent dans votre business, qui consomment encore et encore dans votre business. Parce que du coup, les gens, ils vont avoir ce sentiment de se dire « je vais l'aider » ou même « je connais cette personne, donc du coup, je vais consommer chez elle ». Pourtant, vous n'avez jamais parlé à cet individu, hein, on est d'accord. Voilà, mais vous avez un lien avec cette personne. D'ailleurs, on le remarque avec les influenceurs. Pourquoi à chaque fois qu'un influenceur fait quelque chose de pas bien, on va dire ça comme ça, les gens sont très choqués. Ils se disent, mais c'est honteux, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ci, comment tu as pu nous trahir. Les gens emploient ce genre de mots, comment tu as pu nous trahir, alors que techniquement parlant, ils ne connaissent pas ces influenceurs. C'est parce que justement, ils transmettent des émotions, les influenceurs transmettent des émotions, une complicité avec leur communauté, et cette communauté se sent appartenir justement à la famille de l'influenceur. Littéralement, ils créent une famille. Et bien sûr, ça peut même aller plus loin, hein, c'est ce qu'on appelle en marketing. Alors, on fait une parenthèse, attention, c'est en marketing, il n'y a aucun pic ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle une religion en soi, en somme, en marketing. Le fait de créer une religion, des adeptes, c'est le summum du marketing, justement. Le fait d'avoir des adeptes, des gens qui louent votre marque. On peut le voir chez Apple, par exemple, on peut le voir chez Microsoft, on peut le voir entre Apple et Android. Des gens qui vont être pro-Android au point d'occulter
tous les points positifs d'Apple et inversement entre Apple et Android, des gens qui consomment du Apple et qui ne vont voir que par le Apple et qui ne vont pas rester objectifs. C'est cela, créer une sorte de religion. Alors, c'est les côtés extrêmes, c'est le meilleur côté puisque ces gens-là sont extrêmement engagés avec vous. Mais voilà, donc le storytelling, le fait de se vendre, crée ce genre on va dire, ce genre d'attachement. Voilà, on va dire ce genre d'attachement. Si je vous dis Steve Jobs et Tim Cook, en fait, en réalité, ils se ressemblent profondément. Tim Cook est littéralement vénéré parce que c'était le petit, entre guillemets, de Steve Jobs. C'était le successeur, celui qui, de toute façon, on ne voyait personne d'autre reprendre la boîte. Parce qu'avec ses idées, sa manière, son charisme, sa manière de poser, sa simplicité, alors on ne voyait que lui. Et le fameux One More Thing, justement, de Steve Jobs, qui reste dans les mémoires. Ça, justement, c'est un brain asset, d'ailleurs. Si vous vouliez faire le lien, c'est un brain asset. Donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question ou j'ai un petit peu trop bas? Oui, après, c'est toujours effectivement moi, ma question entre un storytelling. Là, tu as pris l'exemple d'Apple et Microsoft qui sont donc des marques. Et donc, ce n'est pas un storytelling sur une personne, mais en même temps, oui, tu as un gros storytelling sur Steve Jobs, sur Bill Gates, quoi. Donc, bon. Voilà. Après, c'est des top. Il n'y a pas vraiment de comparatif ou d'équivalent plutôt. Voilà, d'équivalent. Ouais, c'est ça. Donc, okay. mais j'ai compris, je vois un peu le fond, j'ai compris en fait la réponse. Non, en termes de branding, mais en local. En termes de branding en local, non, c'est une entreprise. Mais il y a une question, tu as une question de Thierry, vas-y, je t'invite à la poser. Oui, Anthony, on connaît. Ouais. On connaît le tissu local martiniquais. Parce qu'effectivement, comme vient de dire Roland, les deux exemples que tu viens de citer, on les cite dans les GAFA, donc on est dans le super haut du panier. Alors, si on raisonne à l'échelle de notre territoire, on sait que notre territoire est à 97% de TPE. Donc, quand vous rencontrez des clients de cet acabit qui souhaitent mettre en place une vraie stratégie, alors, ma première question, est-ce que vous n'avez pas la question suivante du délai de mise en œuvre avec des résultats probants? Est-ce qu'il vous pose cette question assez fréquemment? C'est-à-dire, au bout de combien de temps ça va être payant? Et en fonction de cette question-là, comment vous leur répondez en termes de délai? Parce qu'à plusieurs reprises, tu as dit qu'il fallait du temps pour créer sa communauté. Et une fois qu'elle est créée, puisqu'il faut qu'elle interagisse et qu'elle génère du flux et du retour sur investissement. Donc, c'est difficile ma question parce que tu ne peux pas donner un délai en fonction de l'activité, etc. Mais est-ce que tu peux déjà nous donner des tips sur la fréquence de diffusion, sur quel support et éventuellement des budgets en dessous desquels il ne faut pas s'attendre à des miracles? D'accord. Alors, pas ça tombe. Simple, je sais, pas simple comme question. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, c'est une très bonne question, très complète. Alors, déjà, est-ce que nous, des TPE, sont déjà venus vers nous et effectivement, nous ont demandé, nous ont imposé certains objectifs, du coup, en termes de retour sur investissement dans les 2-3 prochains mois? Oui, ça nous arrive même souvent. Souvent, par méconnaissance justement du monde digital et du monde numérique en règle générale, les TPE arrivent en pensant, enfin, les porteurs de projets ou même les entrepreneurs qui débutent, tout simplement, ou qui n'ont pas une activité très, très grosse pour le moment. D'ailleurs, je leur souhaite de toutes les façons de s'étendre et de progresser. Oui, effectivement, ils ont beaucoup d'attentes et des attentes qui sont en général infaisables. Alors, infaisables dans le sens où généralement les TPE, elles, n'ont pas forcément le bon budget pour justement entamer une campagne, des campagnes social media management poussées. Ensuite,
En termes de délai, avant, nous, on préconisait déjà pour des périodes d'A/B testing, donc déjà commencer à faire des retours ou autres, commencer à comprendre aussi l'entreprise, parce qu'il faut que… je fais une petite parenthèse dans ta question d'ailleurs. Pour moi, le social media management, en fait, tout ce qui touche à la communication d'une entreprise, aux stratégies digitales ou même au marketing d'une entreprise, il y a déjà un délai d'attente pour que les équipes puissent s'imprégner de l'entreprise et comprendre l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui peut prendre entre 1 mois à 2 mois en fonction de la complexité des produits et de l'entreprise en elle-même. Alors, bon, par souci de confidentialité, je ne peux pas forcément parler de nos clients, mais du coup, on travaille avec certains groupes. Et ben, ces groupes-là, ils ont plusieurs entreprises en interne. Donc, quand on nous donne la communication de ces groupes-là, enfin, en tout cas la stratégie social media de ces groupes-là, on doit prendre du temps. On doit apprendre de chaque personnalité d'entreprise. Ce n'est pas parce que l'entreprise fait partie d'un groupe qu'à ce moment-là, on se dit, bon, ben, c'est le groupe, c'est le même raisonnement pour tout le monde. D'ailleurs, c'est une erreur. Je passe même encore un message pour peut-être des gestionnaires de groupes d'entreprise, à ce moment-là, de holding, hein, du coup, il ne faut surtout pas faire l'erreur de mettre sa façon de penser, sa personnalité dans toutes les entreprises. Ça ne fonctionnera pas. Une entreprise est unique, même si elle est reliée par des montages financiers ou quoi que ce soit, elle reste unique. Donc, chaque entreprise doit communiquer à sa manière. Il ne faut surtout pas avoir une communication globale pour tout le groupe. Ça ne fonctionnera pas du tout. Voilà. Et donc, du coup, je reviens sur ce que tu me disais. Nous, en phase de test et en analyse, donc quand on commence à diffuser, à comprendre, en réalité, ça prend au minimum 6 mois. Voilà. Donc, les 6 premiers mois, nous sommes toujours dans ces phases-là. Alors, nous communiquons. Ça peut très bien fonctionner, ou on peut continuer justement à réitérer et à trouver des points et à trouver des solutions à nos problèmes. Donc, ça prend environ 6 mois. Et c'est pour ça qu'en général, nous conseillons à nos clients de prendre en référence les stratégies marketing. Puisque du coup, le social media management découle d'une stratégie marketing, mais de prendre en référence les stratégies marketing. Quand on veut faire une stratégie marketing, on la fait généralement sur l'année. Vous pouvez mandater une agence une fois comme ça pour une opération. Ça peut arriver, ça nous est déjà arrivé, mais nous ne le conseillons pas. Puisque de toute façon, la structure doit apprendre de vous, de votre entreprise, de vos employés. Enfin, voilà. Donc, en général, on recommande aux clients de prévoir un budget pour nous. Alors, budget qu'il peut garder en interne, hein, c'est juste que nous faisons des prévisions. Donc, nous disons, par mois, on peut utiliser tant, par mois, on va utiliser moins, par mois, on va utiliser plus. Donc, ça fluctue en fonction des mois aussi. Il y a des mois où on ne va pas forcément communiquer à 200% parce qu'il n'y a pas d'intérêt à la vente ou à l'achat. Voilà. Et il y a des mois où justement ce seront nos pics de consommation et là nous allons mettre la purée comme on dit. Donc nous conseillons, alors si vraiment le plus restreint que nous avons déjà fait comme plan, c'est 6 mois. Et en général, nous conseillons 1 an, donc un plan sur 1 an. À ce moment-là, nous pouvons commencer à avoir des retours, nous pouvons commencer à parler de communauté, si toutefois il y a création de communauté, puisque nous ne sommes pas forcément obligés de créer une communauté. Mais ça, nous verrons ça dans d'autres formations. Voilà. Mais en tout cas, oui, 1 an minimum, c'est ce que je conseillerais. Et ce n'est pas forcément pour vendre mon truc, c'est tout simplement parce que vous devez réfléchir en termes de stratégie. Votre entreprise, une société, elle a été créée sur une stratégie qui se déroule jusqu'à l'heure actuelle. Hein. On évolue continuellement. Le social media management, le marketing, c'est la même chose. Voilà. Donc, ensuite, en termes de fourchette de budget, à quel moment on peut commencer à avoir des résultats? À quel moment on peut dire, vous aurez de la présence, mais il ne faut pas espérer avoir une grosse communauté, avoir des brain assets bien ancrés ou quoi que ce soit. Alors, je dirais que bon, le marché martiniquais est quand même relativement petit. Effectivement, les prix sont tirés vers le bas. De l'ordre de 700 à 800 euros, vous avez quelque chose par mois qui est extrêmement solide. Mais nous connaissons notre marché et nous savons que sur le marché, c'est très difficile pour les TPE de lâcher cette somme-là. Et surtout, on va dire grosso modo sur 1 an, même si les prix fluctuent, excusez-moi, nous savons que c'est compliqué. Alors, nous pouvons quand même faire des actions, enfin nous, pas nous, mais en tout cas,
il peut y avoir quand même des actions à prix réduit, mais à ce moment-là, on ne peut pas garantir justement l'efficacité de ces actions. Pour nous, par exemple, une communication à 300 € par mois, ce sera quand même compliqué. Voilà, ce sera quand même très compliqué, mais tout dépend des objectifs. Si votre objectif, c'est juste une présence en ligne, donc plus rattaché à ce qu'on appellerait du community management, oui, ça peut fonctionner, oui, pour du community management. Mais par contre, quand on parle de social media management, donc du fait de vendre, d'arriver à pouvoir vendre à une communauté et d'utiliser les réseaux comme point d'acquisition de vente, donc de consommateurs, de levier de consommation, à ce moment-là, oui, il faut mettre la barre plus haute. Voilà, tout simplement. Mais nous sommes conscients que sur le marché, les TPE souffrent énormément de cela. Donc, à ce moment-là, pourquoi pas peut-être un jour trouver des solutions pour pallier à ce problème. Nous sommes vraiment conscients de ce problème-là, par contre. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Je voulais faire une parenthèse pour Roland. Du coup, effectivement, nous n'avons pas forcément de figure emblématique type Elon Musk ou autre pour les GAFAM, mais néanmoins, nous avons quand même des influenceurs qui entreprennent. Bon, ils sont aimés, ils ne sont pas aimés. Bon, ça, c'est bien face à la communauté, hein, comme on dit. Michel Monotuka avec sa boutique MTKR qui arrive à vendre, donc qui a su convertir. Un Lionel Nido qui a su convertir son image pour justement être un personnage public, un référent médiatique et qui donc du coup fait son argent grâce à cela. Donc, il y a des gens quand même, bon, effectivement, on ne peut pas les comparer pour le moment à des Elon Musk, il y a d'autres personnes, mais même bientôt Roland, personnage politique. Voilà. Figure de proue bientôt, Roland, du développement web en Martinique. Voilà, tout simplement, on avance. Très bien. Merci pour la réponse, merci pour le retour. Je pense que ça a répondu également en fait à Thierry sur les coûts, effectivement, les stratégies en place. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Dans le chat. Non, ça a l'air d'être bon. En tout cas, super présentation. Merci Anthony en fait pour ton intervention. Merci à vous. Ouais, merci aussi à vous d'être venu. Donc voilà, les Vendredis Lab sont lancés. On va continuer en fait à avoir des événements autour de différents sujets autour du numérique et du digital. Donc restez connectés. N'hésitez pas à nous faire en fait des retours aussi. On parlait de feedback tout à l'heure, donc des retours et sur la forme et sur le fond des événements pour qu'on puisse en fait tout simplement les améliorer et toucher aussi les sujets en fait qui vous intéressent. On vous enverra un petit formulaire justement un petit questionnaire pour savoir ce qui a été, ce qui mérite d'être en fait amélioré. Et voilà. Donc, je vous dis en fait à bientôt. Si pas d'autres questions. Et encore, merci Anthony. Oui, merci à vous. Alors, j'ai un peu bafouillé au début. Avec le temps, ça ira mieux. Et bien entendu, nous restons à disposition. Donc, n'oubliez pas, Innovalon et Nasdi, donc partenaires dans le développement web, mais aussi donc, du coup sur Mofoisage. Voilà, un grand merci à Nasdi pour tout ça. Vraiment, il se donne à fond. Donc, voilà. Et du coup, on aura d'autres événements du style. Donc, n'hésitez pas à en parler. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. Super, Anthony. Merci.